Alors, sur le chiffrage des collectivités, on va doubler. Donc, on va doubler les fonds destinés aux collectivités territoriales. Mais ce doublement doit s'allier avec une meilleure coopération entre les deux et le ministère est engagé sur cette voie-là. Sur le chiffrage de tout ça s'inscrit dans la trajectoire à 0,55. Donc, je n'ai pas fait de finance magique. On a vraiment travaillé pour faire en sorte que ça s'inscrive dans les 0,55 et pas au-delà. Mais aussi, on peut faire beaucoup mieux avec l'argent qu'on dépense déjà. Moi, je suis convaincu qu'on peut faire beaucoup mieux, d'où la nécessité d'avoir une instance d'évaluation indépendante. Et peut-être pour répondre à Rodrigue, l'instance, j'y reviens vraiment de manière assez complète dans le rapport. L'idée, c'est que c'est pas la Cour des comptes, c'est hébergé physiquement à la Cour des comptes parce qu'ils ont des bureaux. Et c'est un peu comme sur le modèle anglais. On a 3 commissaires qui seraient nommés, qui viennent un peu partout. Puis ensuite, comme dans ce qui se fait, parce que c'est pas à nous de le faire, parce qu'on nous, on n'a pas les moyens d'évaluer quantitativement, rigoureusement, scientifiquement un certain nombre de choses. Et donc, en fait, ils délèguent, enfin, ils font des appels d'offres comme ça se fait parfois, sur des études d'impact, sur l'évaluation. Et ensuite, par contre, il y a ce suivi politique de notre part, puisque cette commission rendrait compte au Parlement. Et ensuite, chaque année, il y a un programme d'évaluation qui est proposé par la commission. Ça peut être 50% de la commission. Ensuite, le Parlement peut peut-être avoir un droit de tirage de 20%, le gouvernement 20%, et puis les autres acteurs 10%. Donc, il faut regarder tout ça, mais je reviens dedans un peu en détail. Mais l'hébergement à la Cour des comptes, c'est simplement physiquement, comme il y a le Haut Conseil pour les prélèvements, ou le Haut Conseil des finances publiques qui est hébergé à la Cour des comptes. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont rattachées à la Cour des comptes, mais qui sont totalement indépendantes. Et pour répondre sur les bourses, oui, c'est vrai que bon, voilà, ça fait un peu des débats. C'est vrai que c'est une question qui se pose. Je ne sais pas si, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le système actuel français n'est pas à la hauteur, à mon avis, des ambitions que l'on se porte si on veut accueillir beaucoup plus d'étudiants. Et je pense qu'on peut être dans une situation beaucoup plus équitable en faisant payer ceux qui peuvent payer et en multipliant les bourses. C'est pour ça qu'on veut mettre 15 000 bourses et il faut voir encore si on ne peut pas augmenter pour justement attirer ou ne pas empêcher ceux qui veulent venir et qui n'ont pas forcément les moyens, notamment dans les pays africains, notamment en Algérie et au Maroc, de venir. Mais moi, je le dis comme je pense, hein, je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de pays, notamment les étudiants qui viennent de Chine, des étudiants qui viennent d'Amérique latine, où ils peuvent financer, et encore ils financent même pas la totalité de ce qui est, ils peuvent financer des études en France. Ils le font d'ailleurs, c'est vrai, ils le font en Angleterre, ils le font aux États-Unis, on le fait aussi en Espagne, on le fait aussi en Allemagne. Et donc, si on veut augmenter la qualité, si on veut augmenter la quantité et faire venir beaucoup plus fortement des gens, notamment des situations les plus précaires en Afrique, il faut un système de bourse. Et ça se finance comme un peu partout dans les pays, avec un système de redistribution. Ceux qui peuvent payer payent et ceux qui ne peuvent pas ont des bourses. Donc voilà. Après, on peut regarder de manière en détail si on est à la hauteur des enjeux. Moi, je suis convaincu que c'est un débat qu'on va devoir avoir aussi et voir si on peut mettre plus de bourses. Euh, Oui, oui. Bah, ça s'inscrit dans la perspective déjà je veux dire de normalisation avec aussi ce qui se fait au niveau européen, ça c'est la première chose. Deuxième chose, si on veut vraiment avoir les moyens de nos ambitions, à un moment donné, parce qu'on ne fait pas payer les étudiants français, donc ça c'est aussi quelque chose qui avait été dit, les étudiants français ça ne changera rien pour eux. Moi j'ai déjà rencontré beaucoup, enfin vous tous, hein, j'ai étudié en Angleterre, on a étudié aussi au Mexique. Bon, il y a beaucoup d'étudiants qui se disent, mais même payer 100 ou 200 euros pour le système, ou 300, je sais pas, français, ça paraîtrait pas totalement fou. Et donc on voit, oui, là c'est pas ces sommes-là, ça augmente fortement, mais payer pour de l'éducation dans un pays étranger, c'est pas pour moi quelque chose de incongru, d'irrationnel. Ça sent ce qui se pratique dans un certain nombre de pays. Mais par contre, le corollaire de ça, c'est qu'il faut une politique ambitieuse de bourse, notamment vis-à-vis de nos amis africains. Et ça, il faut qu'on regarde, et le Parlement doit se saisir de cette question, pour regarder si on est à la hauteur des ambitions. On a mis 15 000 bourses, il faut regarder. Mais il y a des étudiants qui ont les moyens, et c'est ça la redistribution aussi, et c'est ça l'équité, c'est que ceux qui peuvent payer le payent, et qui fassent bénéficier ceux qui ne peuvent pas. Donc moi, je suis d'accord avec ça. Après, c'est dans le détail, il faut regarder. Et sur l'impact sur la mobilité, sur l'attractivité, honnêtement, je n'y crois pas du tout. L'impact que ça va avoir sur l'attractivité de la France. On va commencer à regarder, là, ça va arriver au début de l'année prochaine, mais on peut avoir ce débat-là l'année prochaine quand on aura les premiers chiffres très concrets. Sur le retour des ambassadeurs, ils sont, c'est pas à moi de le dire, mais enfin, c'est pas moi qui vais le dire comme ça, mais plutôt positifs dans le sens où, le rôle politique est affirmé. Le rôle de chef de file des ambassadeurs sur le terrain est affirmé. Ils ont un peu plus de moyens pour justement répondre à ce qu'on disait, faire des projets à plus petite échelle
plus petits terrains, des choses qui permettent d'amorcer aussi des projets qui vont après passer à l'échelle et financés par l'Agence française de développement. Donc je ne veux pas parler à leur place, mais je pense que ça va dans le sens de ce qu'ils demandaient depuis un petit moment, plus de contrôle politique, une vraie vision au niveau du gouvernement et des moyens pour accompagner des initiatives locales, parce qu'eux, ils sont au plus près du terrain et ils savent ce qui est possible d'accompagner. Ils savent là où, justement, sur l'entrepreneuriat féminin, sur la jeunesse, ils sont en capacité de déterminer les leviers d'action pour à la fois être dans la stratégie française, mais en même temps répondre aux demandes des pays bénéficiaires. Et je regarde très rapidement sur les... Ouais. Non, mais de toute façon, il va être temps qu'on y aille, je crois. Mais voilà, bon, de toute façon, ce que j'ai envie de dire, c'est que on va ouvrir... Je répondrai à Marion Lem peut-être une autre fois. Ouais. Ce débat, c'est que le début, parce qu'il va y avoir la loi d'orientation de programmation. Alors, juste pour répondre à Madame Boyer, en 2014, il n'y avait pas de loi de programmation, c'est simplement orientation. C'est la première fois qu'il va y avoir une véritable programmation. Et peut-être sur répondre, pour l'extra-budgétaire, moi je suis favorable à la budgétisation pour une raison. Alors, on n'a peut-être pas, comme je le dis, de tout, mais pour la simple et bonne raison, venant d'un parlementaire, moi ça m'interroge qu'on se dise, on garde de côté plus de 800 millions d'euros sur lesquels on n'a aucun contrôle. Et donc, c'est tellement vrai que non, l'extra-budgétaire, non. Mais la loi, non, puisque vous ne savez pas ce qui a été fait. Mais non, on pourrait. Non, mais pour l'instant, on ne peut pas. Allez voir ce qui a été fait des 256 millions d'euros qui a été donné à l'opérateur. Vous ne pouvez pas le savoir. Et donc, moi, quand on dit. Je comprenais. Non. Oui, mais moi je trouve toujours incongru que pour un parlementaire, sortir des choses du budget général, moi ça me pose une question, même en termes de principe. Et moi ce que je dis simplement, mais on va avoir cette discussion, c'est que avant je pouvais comprendre l'extra-budgétaire, ça n'a fait que d'augmenter, parce qu'il y avait des réductions du budget, donc on a augmenté la part extra-budgétaire. Mais il y avait une chose à retenir, c'est qu'à la base, l'extra-budgétaire, c'était fait pour financer des fonds verticaux, notamment le multilatéral. Et de plus en plus, on a financé des choses bilatérales. Donc on a dévoyé le sujet de ce qu'était l'extra-budgétaire. Et puis le deuxième élément, c'est que maintenant on va avoir une programmation, on va donner de la visibilité, de la prévisibilité, ça sera inscrit dans la loi. Et donc le fait que ce soit inscrit dans la loi, eh ben, il faut ramener les budgets extra-budgétaires dedans pour donner une cohérence et pour donner de la force aussi à l'extra-budgétaire. Parce que si on sort près de 500 millions d'euros par an dans une loi de programmation, ça devient un peu moins intéressant de faire une loi de programmation sur des budgets qui sont réduits. Donc c'est aussi une question de cohérence. Mais la question que vous posez, je la comprends tout à fait. Les risques qui sont que on n'a peut-être pas forcément les moyens, mais la loi de programmation garantit et permet justement cette prévisibilité des moyens et sortir d'un extra-budgétaire qui a servi à financer un peu tout, en tout cas pas l'objet initial, ce pourquoi il avait été créé. Merci. Merci à vous, monsieur le rapporteur.